Mes amis, bonjour. Soyez les bienvenus sur ma chaîne YouTube, Noura Jbari Éducation. On va bien sûr continuer notre résumé et analyse de l'œuvre de Victor Hugo, Le dernier jour d'un condamné. A tout de suite pour le chapitre où nous nous sommes arrêtés la dernière fois, c'est le chapitre 32. Donc, un autre gendarme vient prendre la relève. Donc, il est un peu brusque. Il demande au prisonnier de venir chez lui après son exécution pour lui révéler les 3 bons numéros, bien sûr gagnants à la loterie. Le condamné veut bien sûr profiter de cette demande bizarre finalement et lui propose de changer ses vêtements avec lui. Le gendarme refuse. Il a compris que le prisonnier veut s'évader. Donc c'est tout à fait normal. Nous avons vécu avec ce prisonnier au fur et à mesure dans les chapitres, sa frustration, sa peur de la mort, son désespoir, son espoir qu'on puisse lui accorder bien sûr la grâce de ne plus aller vers la guillotine, etc. Là, attention, le prisonnier finalement a la pensée criminelle, il a la pensée de tous les prisonniers, ils veulent s'évader. Ça y est, c'est son seul issue. Donc, le gendarme montre sa formation, son intelligence et son professionnalisme, bien sûr, autant que personne qui s'adresse à un condamné à mort, donc pour un gendarme, il est un criminel. On ne sait pas est-ce qu'il est innocent ou est-ce qu'il est vraiment coupable. De toute manière, il ne peut se permettre de lui prêter ses vêtements. Donc, le prisonnier, bien sûr, s'il prend les vêtements d'un gendarme, il va filer doucement et il va s'en aller de la prison gentiment, poliment. Mais, finalement, le gendarme a fait son travail autant que professionnel, comme je vous ai dit, il est intelligent et vu sa formation et son expérience, il ne peut accorder cette faveur à notre condamné. Donc, nous allons passer au chapitre 33. Alors, regardez, pour oublier son présent, alors finalement, le prisonnier a passé des étapes de sentiments, de regrets, tout ce qui est, il pense à s'évader, il pense à s'intégrer dans la prison, il veut qu'on lui accorde la grâce pour qu'il puisse vivre, de ne plus être finalement mis au spectacle de la guillotine. Là, nous allons vers les souvenirs, ça y est. Là, il est vraiment étouffé. Alors, il est en train de rêver de son passé. Vous allez voir, il rêve de quoi? C'est tout à fait humain. Donc, le narrateur passe en revue son souvenir d'enfance et de sa jeunesse. Bien sûr, nos souvenirs nous ramènent toujours dans les moments les plus heureux de notre vie, surtout l'enfance, parce que nous étions choyés par nos parents, nous étions insouciants, nous étions tranquilles. Et aussi de sa jeunesse, donc quand il était un beau jeune homme libre, il pouvait faire ce qu'il voulait. Donc il s'arrête longuement sur le souvenir de Peppa, cette jeune adolescente andalouse dont il était amoureux, et avec lui, il a passé une belle soirée d'été. Donc, finalement, c'est humain. Les femmes pensent aux hommes, les hommes pensent aux femmes. Les personnes normales, entre parenthèses. Hein. De toute façon, je ne vais pas continuer dans cet axe. Donc, vous pouvez relire le chapitre 33. Je vous ai donné le résumé. Mais ce qui est côté analyse, c'est que le prisonnier est vraiment frustré, il a peur.
Donc, il n'a plus d'issue, n'a plus d'espoir de sortir de cette prison, d'annuler sa condamnation. Donc, il ne fait que rêver de ses souvenirs d'enfance et ses souvenirs de jeunesse, bien sûr. Donc, le prisonnier veut vraiment s'évader. S'il ne peut pas le faire physiquement, il le fait mentalement et moralement. Donc, le chapitre 34, au milieu de ses souvenirs de jeunesse, le condamné pense à son crime entre son passé et son présent. Il y a une rivière de sang, le sang de l'autre, sa victime, et le sien, le coupable. Donc, ce chapitre 34, attention, il est révélateur. Il nous donne des renseignements sur, bien sûr, ses souvenirs de jeunesse. Le condamné pense à, bien sûr, la scène du crime, au sang, au coupable, au crime, à ce que s'est déroulé. Donc, finalement, l'auteur nous révèle réellement Victor Hugo, je ne parle pas du narrateur, mais de l'auteur qui veut réellement nous dire que cette personne est passée dans cette situation de sang, cette situation de violence, cette situation d'inhumanité. Donc, vous pouvez relire ce chapitre 34, ça c'est le résumé. Je vous répète. Au milieu de ce souvenir de jeunesse, le condamné pense à son crime entre son passé et son présent. Il y a une rivière de sang, le sang de l'autre, sa victime, et le sien, le coupable. Alors, ils se sont coupables. Chapitre 35. Le chapitre 35 nous révèle, le narrateur pense à toutes ces personnes qui continuent toujours à mener leur vie le plus normalement au monde. Donc, après avoir pensé à ce crime, il sait pertinemment qu'il est innocent et il est criminel malgré lui. Donc, moi, je vais être tué à la guillotine et les autres vont continuer à vivre normalement. C'est vraiment une situation qui étouffe. Une situation où la personne se sent vraiment... elle n'a pas d'issue, elle est faible, elle est trop faible même. Elle est insignifiante pour les autres, il n'y a personne qui va venir l'aider. Personne ne va venir lui enlever cette accusation, finalement cette condamnation, parce qu'il n'est plus dans la situation d'accusé, il est condamné. Ça y est, déjà son heure est fixée, il va aller vers la guillotine. Donc, mon Dieu, c'est vraiment horrible, horrible comme sentiment, de penser aux autres qu'ils vont vivre heureux, qui sont maintenant en train de vivre normalement, et cette personne va mourir. Et surtout, lui qui est en train de penser à cela dans ce chapitre 35. Donc, chapitre 36. Dans ce chapitre, il se rappelle ensuite du jour où il est allé voir la grande cloche, le bourdon de Notre-Dame, bien sûr, cathédrale à Paris. Notre-Dame de Paris, comme on l'appelle. Nous pouvons toujours citer beaucoup d'œuvres qui se sont inspirées, bien sûr, de Notre-Dame de Paris. Donc, c'est un classique de tous les auteurs français. Ils doivent toujours passer par cette cathédrale qui est magnifique. Donc, voilà, je passe au chapitre 37. Le narrateur ici décrit brièvement l'hôtel de ville. Donc, comme je vous ai dit, je vous donne le résumé.
pour ceux qui veulent apprécier la description du maître Victor Hugo, bien sûr dramaturge, homme de théâtre, et cette façon d'écrire qui nous paraît si simple avec ces mots, ces adjectifs, ces phrases, ces métaphores, bien sûr ces hyperboles et toutes les figures du style, bien sûr, mais il y a tout un travail littéraire au sein de ces phrases. Donc vous allez bien sûr revoir la description, bien sûr, de l'hôtel de ville, bien qu'elle est brève, c'est encore plus beau de le lire. Donc, je parle pour ceux qui apprécient la littérature française, parce que c'est vraiment une œuvre qui est bien écrite. Vous allez bien sûr apprécier. Donc, pour le chapitre 38, je vous donne le résumé, c'est « Il est 1 heure ». Il est 1h15 dans le chapitre 38. Le condamné éprouve une violente douleur. Il a mal partout. Il lui reste 2h45 à vivre. Alors, toute personne qui sait pertinemment qu'elle va mourir d'ici peu, comment elle peut se sentir ? C'est tout à fait normal qu'elle va avoir mal partout, qu'elle va avoir mal au cœur, mal à la tête. Il y a même ceux qui vont s'évanouir, ils vont perdre, ils vont péter les plombs comme on dit. C'est tout à fait normal. Donc chacun de nous va bien sûr vivre mal cette situation. Donc il y a d'autres personnes qui vont dire que quand même ce condamné sait pertinemment quand est-ce qu'il va mourir, alors que d'autres, la mort vient brusquement, il n'a même pas le temps de dire adieu ou bien de se souvenir de sa jeunesse ni de son enfance bien sûr, etc., etc. Mais Victor Hugo nous fait vivre cette gradation des sentiments, cette pensée qui saute d'une situation à l'autre. Donc, au début, voilà, le condamné est en train de vouloir changer cette loi, il veut changer la guillotine, il veut, bien sûr, il a fait des remarques sur la prison, il a à un moment donné, lorsqu'il y avait la personne, un homme qui était en train de mesurer les cellules, il voulait bien sûr, il a pris conscience qu'il y aura d'autres prisonniers qui auront de meilleures conditions, alors que lui, il ne va pas en profiter. Ensuite, il a essayé bien sûr, de sauter sur l'occasion de la visite du gendarme pour lui demander ses habits. Bien sûr, comme le gendarme est intelligent et vu sa formation et bien sûr son expérience, il n'a pas accepté bien sûr. Donc, il a passé de cette pensée de fuir à la pensée de s'évader moralement. Il ne peut pas le faire physiquement, donc il essaie toujours de trouver un issue pour bien sûr, calmer ses douleurs. Donc, il se rappelle de Peppa, cette belle avec qui il a passé une nuit d'été. Donc, il essaie maintenant de penser, il a pensé aussi aux personnes qui sont libres, ils vont continuer à vivre leur vie normalement et la vivent actuellement normalement, alors que lui, il attend la mort. Et finalement, le condamné n'arrive plus à penser à autre chose. Il regarde les minutes, il regarde les secondes qui lui restent à vivre. Chapitre 39. On dit que sous la guillotine, on ne souffre pas, que cela passe vite.
le narrateur se demande comment on peut savoir une telle chose, puisque aucun condamné déjà exécuté ne peut l'affirmer. Alors, puisque les anciens condamnés à mort sont morts, ils ne peuvent témoigner. Est-ce que réellement cette guillotine nous coupe la tête sans souffrance, ou bien on sent quand même la souffrance parce que quand même on coupe la nuque. Donc ici, on a la nuque qui va être tranchée. Donc normalement, on doit avoir quand même mal. Mais puisque on va aller vers Dieu, donc je crois que la souffrance ne dure que quelques secondes. Pour moi, peut-être que pour vous, vous avez un autre commentaire ou un autre avis. De toute façon, c'est horrible. C'est terrible comme mort. Et vraiment, on est vraiment heureux qu'il n'y ait plus cette guillotine actuellement. Même s'il y a d'autres méthodes pour faire tuer les condamnés à mort, qui sont peut-être plus inhumains ou bien plus... c'est pas, je vais pas les nommer. De toute façon, je suis pas d'accord. Et je souhaite à toute personne la paix et la prospérité. Donc, passons au chapitre 40. Pour ce chapitre, le jeune détenu pense au roi. C'est de lui que viendrait la grâce tant attendue. Sa vie dépend d'une signature, il espère toujours. Donc, dans ce passage, le jeune pense au roi. Donc, normalement, il y a un juge qui a des dossiers, il va être invité à une soirée, il ne va pas pouvoir lire cette demande, il n'a pas le temps. Puisque le maître l'huissier est venu affirmer la condamnation et il a déjà dit à ce monsieur, qui est le condamné à mort, que sa demande n'a pas été acceptée. Donc, regardez bien, sa quête n'a même pas été lue. Elle n'est pas présentée par le roi. Et cette personne, elle est là, dans la prison, en train de croire que le roi ne lui a pas donné la grâce, que le juge ne lui a pas accordé la grâce, etc., etc. Alors que c'est faux. Sa demande n'a pas été lue. Sa demande n'a pas été traitée, comme on dit. Donc, il va mourir, je peux dire le mot, gratuitement. Voilà. On n'a pas tenu compte à sa situation et il est un témoin dans cette œuvre de Victor Hugo, puisque cette personne est célèbre. Il a donné la célébration, la publicité, et il a rendu ce personnage célèbre. Il a rendu anonyme parce que c'est un témoin, c'est comme les autres romans, comme Papillon, qui s'est évadé de la prison aussi. Donc, il témoigne de la vie de plusieurs personnes qui ont été condamnées à mort. Donc, et ils sont innocents. Ou peut-être ils sont criminels. De toute façon, la guillotine est une manière de tuer un être humain qui n'est pas normal, qui est inhumain, qui est vraiment méchante comme méthode. Donc, on passe au chapitre 41. Le chapitre 41, le condamné se met dans la tête l'idée qu'il va bien mourir. Il demande un prêtre pour se confesser, un crucifix à baiser. Donc, nous savons très bien dans la religion chrétienne que les chrétiens, ils tiennent par exemple leur croix, ils font comme ça et ils la baisent, d'accord?
Donc, il veut embrasser la croix, bien sûr. Ça, ce n'est qu'un kit. Bien sûr, il veut se confesser à un prêtre. Donc, nous savons très bien dans la religion chrétienne que les chrétiens, lorsqu'ils confessent leurs crimes ou leurs péchés, bien sûr, au prêtre, le prêtre va les bénir et bien sûr, il va leur dire que ça y est, oui, mon fils, vous n'aurez plus bien sûr, ce qu'on appelle, sa confession va être acceptée et il n'aura plus de péché lourd sur ses épaules. Ça y est, on va gommer avec une gomme et son compte à rebours va devenir à zéro. Donc, chose que les chrétiennes croient. On respecte chaque religion. Donc, ce chapitre parle de cela. On passe au chapitre 42. Il se laisse dormir un moment. C'est son dernier sommeil. Il fait un cauchemar et se réveille frémissant, baigné d'une sueur froide. Alors ici, Victor Hugo nous décrit cette personne bouleversée par l'idée qu'elle va mourir sous une guillotine. On va lui trancher sa nuque, on va lui trancher sa tête, donc de la manière la plus criminelle, la manière la plus méchante au monde, donc, et il va baigner dans le sang, bien sûr, donc il a fait un cauchemar, il s'est réveillé, donc avec un frémissement, donc, et une sueur froide. C'est tout à fait humain. Donc, comme je vous ai dit, il y a d'autres personnes qui peuvent devenir fous, alliés, qui peuvent se frapper la tête avec le mur, avec n'importe quoi. Il y a ceux qui vont rester en train de crier. Quand même, le condamné, ce qui le calme, c'est l'idée que quand même, on va lire sa demande et on va quand même lui accorder la grâce. Cet espoir, c'est lui qui le fait patienter. Même s'il est bouleversé et ses sentiments il a mal et tout, il a toujours cet espoir. Il est optimiste. Donc, le chapitre 43. La petite Marie vient rendre visite à son père. Ce dernier est choqué devant la fraîche et la belle petite fille qui ne le reconnaît pas. Elle ne reconnaît pas son père, c'est tout à fait normal. Elle croit que son père est mort. Le jeune condamné perd tout espoir. Donc, regardez bien ce sentiment. Donc, je vais mourir et ma fille me prend déjà pour un mort. Elle me dit déjà que je suis mort. Alors, pour vous, si vous êtes dans cette situation, alors vous rencontrez quelqu'un qui déjà vit sa vie dans l'idée que vous n'existez plus dans cette vie. Hein? Ça y est. Donc, c'est comme si elle lui a donné le coup de grâce, comme on dit en français. Donc, le condamné à mort est choqué par sa petite fille. Au lieu de lui ramener un petit espoir, un adieu, un baiser sur la joue, papa, oui, adieu. Donc, elle lui dit que mon papa est mort. Donc, voilà. Donc, on passe au chapitre 44. À 1 heure devant lui pour s'habiller à la mort et s'habituer à la mort, pardon. La visite de sa fille l'a poussé dans le désespoir. Donc, il y a 2 chapitres qui insistent sur le désespoir, finalement, de ce prisonnier. Au début, quand même, il avait
dans ces chapitres l'espoir qu'il va être gracié, on va lui accorder la grâce et on va plus le tuer. Mais sa fille, quand elle est venue là, c'est comme s'il a été giflé dans la joue. Hé, réveille-toi, ça y est, on va te tuer, vous allez être condamné, ça y est, on va vous trancher la tête, il n'y a plus d'espoir. Voilà, donc il est désespéré. Alors, on passe au chapitre 45. Il pense au peuple qui vient assister au spectacle de son exécution. Il se dit que parmi ce public enthousiaste, il y a des têtes qui le suivront sans le savoir dans sa fatale destination. Finalement, on peut penser que c'est une pensée cynique, que c'est une pensée dramatique, que cette personne se dit parmi ces gens-là, peut-être que la prochaine fois, ça sera eux. Finalement, il a raison. Puisqu'il a été condamné à mort à cause de son crime, comme je vous ai dit, on ne sait pas si réellement cette personne est criminelle ou bien innocente. De toute façon, elle va être menée dans la place où il y aura le spectacle de la guillotine et lui, il va regarder ces gens-là, il va se dire qu'il y a des hommes et des femmes qui vont être victimes de la même situation. Au lieu d'être spectateurs, ils vont être victimes. D'accord? Donc, regardez que Victor Hugo, il ramène toujours ce côté théâtral dans ses œuvres littéraires. Et finalement, comme je vous ai dit, le condamné, il n'est pas cynique, il est logique. Parce qu'il y aura d'autres criminels, il y aura d'autres condamnés, parmi bien sûr la foule qui va venir voir ce spectacle. Alors, chapitre 46, la petite Marie vient de partir. Pardon. Vient de partir. Le père se demande s'il a le temps de lui écrire quelques pages. Il cherche à se justifier devant les yeux de sa fille. Alors, qu'on peut dire de ce passage? Le condamné à mort espère toujours que sa fille recevra des lettres de son père. C'est le côté paternel. C'est tout à fait humain qu'on veut que après notre mort, que les jeunes enfants et bien sûr notre famille pensent à nous, écrit des souvenirs, des cartes postales. Actuellement, il y a les emails, il y a les textos, il y a tout ce qui est réseaux sociaux et bien sûr, on regarde avec la cam, etc. Mais à l'époque, les lettres, c'était le chat de l'époque. Donc, c'était le téléphone direct avec les familles, etc. Donc, il y a toujours ce lien de mettre au courant des nouvelles des autres, soit par télégraphe, soit par les lettres, etc. Donc, ces enfants, il y a des enfants de prisonniers qui reçoivent des lettres de leurs parents, hommes et femmes, etc. Donc, ça fait toujours plaisir aux enfants que leurs parents prêtent attention à leurs enfants en écrivant des petits mots, des lettres, etc. Comme je vous ai dit, c'est pas comme notre époque où il y a les réseaux sociaux et les nouvelles technologies, etc. Donc, c'était pour lui-même, pour le condamner, c'est pour lui-même. Il veut garder cet espoir que sa fille aura des nouvelles de son papa, de la prison à la maison où elle vit. Chose qui ne sera pas faite malheureusement. Chapitre 47. Ce chapitre comporte une note de l'éditeur.
les feuilles qui se rattachent à celui-ci sont perdues. Ou peut-être que le condamné n'a pas eu le temps de les écrire. Donc, ce chapitre 47 nous témoigne que ici, Victor Hugo veut jouer avec ce sentiment que c'est vraiment un journal intime. On peut, si on ne dit pas le titre de le dernier journal condamné à mort, on peut écrire le journal intime d'un condamné à mort. Donc ici, il veut nous faire sentir que c'est réel, c'est vraiment les mots de ce condamné. C'est vivre ces sentiments douloureux, c'est cette angoisse de la mort, c'est cette attente de la mort, etc. Donc, vous pouvez revenir sur ce chapitre 47 et lire avec les mots de l'auteur ce chapitre-là. Chapitre 48. Le condamné est dans une chambre de l'hôtel de la ville. À 3 heures, on vient l'avertir qu'il était temps. Toc, toc, toc. Allez, on va vous transporter vers la guillotine pour vous trancher la tête. Bonne nouvelle. Donc, à 3 heures, on vient l'avertir qu'il était temps. Le bourreau et ses 2 valets lui coupent les cheveux et le collet avant de lier ses mains. Le convoi se dirige ensuite vers la place de Grève devant une foule donc de curieux qui attendent l'exécution. Donc, dans ce chapitre, il y a la description du condamné à qui on lui coupe les cheveux. Ça y est, on va lui mettre, bien sûr, les liens dans les mains. On va le transporter vers bien sûr, la place de Grève, où il y a la guillotine. Ça y est, on n'est plus dans la narration du condamné à mort. On est dans la réalité. On n'est plus dans la pensée qu'il pense à la foule. Il pense à la douleur. On est dans l'exécution. On le prend, on lui coupe les cheveux, on lui met les liens dans les mains, on l'emmène vers sa mort. On l'emmène vers le spectacle cruel de la place de Grève. Donc, c'est l'exécution. Chapitre 49. Le condamné demande sa grâce à cette personne qu'il croyait juge, commissaire ou magistrat. Il demande par pitié qu'on lui donne 5 minutes pour attendre la grâce. Mais le juge ou le bourreau sortent de la cellule, il reste seul avec le gendarme. Il espère encore, mais voilà qu'on vient le chercher. Alors, bien sûr, c'est le chapitre de clôture, le chapitre final qui nous donne ce sentiment. Il est dans l'espoir que le juge, le magistrat ou celui qui est là, qui a sa demande de grâce, il va la lire. Et comme je vous ai dit, il est invité. Cette personne est invitée dans une soirée. D'accord?
Elle est invitée dans une soirée, il va aller vers cette soirée, il ne va pas lire sa demande, il ne va pas lire sa quête, il va laisser ses dossiers, parmi lesquels il y a le dossier de notre condamné, donc il y aura d'autres condamnés qui vont mourir parce que le monsieur n'a pas le temps de lire, d'accord? Donc, et il va avoir la tête tranchée. Bien sûr, comme je vous ai dit, il est emmené transporté, ça y est, il est dans la cellule, dans la place de grève, il va être donc mis au spectacle de la mort. Finalement, pour la justice, ils ne font que leur travail, bien sûr. Donc, le bourreau, il ne fait que son travail, le gendarme et toute personne qui y travaille. Donc, pour eux, c'est un criminel. Il a été jugé et on va exécuter le jugement. Pour les spectateurs, bien sûr, comme je vous ai dit, il y a ceux qui sont pour, il y a ceux qui sont contre cette guillotine. Donc, il y a ceux qui vont apprécier le spectacle, oui, la mort aux condamnés à mort, aux criminels, mais il y a ceux qui sont contre parce qu'ils le connaissent peut-être, qu'il est innocent, on va le tuer comme ça. Et il y a une troisième catégorie que même s'il est criminel, on ne doit pas utiliser la guillotine. Donc, dans ce chapitre 49, ce personnage nous invite à réfléchir à la justice aveugle. La justice dont sa grâce n'a pas été lue, n'a pas été accordée. Et il est là en train d'attendre la guillotine. Fin de cette œuvre de Victor Hugo, douloureuse, qui nous fait réfléchir sur la justice. Mais comment on peut savoir est-ce qu'il est réellement criminel ou est-ce qu'il est réellement, bien sûr, innocent? Donc, chacun essaye de faire son travail, essaye de, bien sûr, nous révéler des informations. Donc, ici, j'ai la biographie de Victor Hugo. Donc, je vais essayer de vous la lire. Alors, biographie de Victor Hugo. Il est né en 1802 et il est mort en 1885. Victor Hugo est né, bien sûr, le 26 février 1802 à Besançon, en France. Poète, romancier et dramaturge, Victor Hugo est sans conteste l'un des génies de la littérature française. Les romans les plus connus de Victor Hugo sont Notre-Dame de Paris, écrit en 1831, et bien sûr Les Misérables en 1862, la plus célèbre des œuvres de Victor Hugo. L'auteur des Misérables, des Châtiments et de nombreux poèmes